Le mot a résonné comme un coup de tonnerre dans le silence feutré d'un appartement parisien aux rideaux toujours tirés. Pendant des décennies, Catherine Deneuve n'a jamais laissé filtrer grand-chose de ses blessures intimes. Elle a laissé parler les caméras, les réalisateurs, les scénarios, mais pas son cœur, et encore moins ses cicatrices. Puis un jour, sans prévenir, elle a brisé ce silence. Un silence plus lourd que toutes les récompenses alignées sur les étagères de sa carrière. Le divorce avec David Bailey. Un mariage qui n'a duré qu'1 an. 1 an seulement, mais 1 an qui a laissé une trace plus profonde que certains amours de toute une vie. À l'époque, elle était déjà une étoile montante du cinéma français. Lui, un photographe britannique au regard audacieux, habitué à capturer les visages les plus mythiques de son temps. 2 tempéraments forts, 2 univers créatifs, 2 égos façonnés par la lumière des projecteurs. Leur union avait l'allure d'un roman moderne, presque électrique. Les flashs crépitaient, la presse s'enflammait. On parlait d'un couple iconique, d'une alliance entre Paris et Londres, entre mystère et provocation. Mais derrière les photos en noir et blanc, derrière les sourires figés pour les magazines, une tension sourde s'installait. Catherine Deneuve l'a confié récemment, d'une voix plus grave, plus lente. Elle ne parlait pas comme une actrice récitant un texte. Elle parlait comme une femme qui regarde en arrière et accepte enfin de nommer les failles. Nous étions trop jeunes pour comprendre ce que signifiait partager le silence de l'autre, a-t-elle murmuré lors d'une interview rare. Pas de colère, pas d'amertume spectaculaire, juste une lucidité presque douloureuse. Le conflit ne venait pas d'un scandale flamboyant. Il venait de l'intérieur, de ces différences invisibles qui, jour après jour, fissurent l'admiration. Lui voulait la spontanéité, la rupture, le mouvement constant. Elle, déjà, avait besoin d'un certain ordre, d'un espace pour respirer loin du tumulte. 2 visions de la liberté qui ne coïncidaient pas. Et puis il y avait le travail. Toujours le travail. Catherine Deneuve n'a jamais été simplement une actrice. Elle a été une présence, une silhouette reconnaissable entre mille. Depuis les parapluies de Cherbourg jusqu'à Belle de Jour, elle a incarné des femmes complexes, parfois fragiles, parfois insaisissables. Pendant que le public applaudissait, elle portait déjà le poids d'une discipline inflexible. Se lever tôt, apprendre les textes, voyager, sourire encore. Dans cette mécanique exigeante, le couple s'est effacé. Elle l'a admis sans détour. J'ai choisi le cinéma. Non pas par égoïsme, mais par nécessité. Comme si renoncer aurait été trahir quelque chose de plus grand qu'elle. Une vocation. Une responsabilité envers cet art qu'il avait révélé. Le divorce fut bref, secrétaire, presque administratif. Mais les conséquences furent intérieures. Elle parle aujourd'hui des années qui ont suivi comme d'un long apprentissage de la solitude. Non pas la solitude dramatique des héroïnes tragiques, mais celle, plus silencieuse, des femmes qui avancent seules dans les couloirs d'hôtels après une première triomphale. Elle a appris à protéger sa famille, à maintenir une frontière nette entre la scène et la maison. Car les conflits ne se limitaient pas à l'échec d'un mariage. Ils s'étendaient à la difficulté d'être mère, actrice, icône, tout à la fois. Avec le temps, son corps aussi a commencé à parler. « Le corps se souvient », dit-elle. « Le corps se souvient », dit-elle simplement. Comme si chaque tournage, chaque tension, chaque chagrin s'était inscrit quelque part sous la peau. Pourtant, il n'y a pas de plainte dans sa voix. Il y a une forme de dignité presque royale. Une manière de se tenir droite, malgré les fragilités. Elle ne dramatise pas la maladie. Elle ne s'en sert pas comme d'un bouclier. Elle la reconnaît, comme on reconnaît un passage inévitable. Ce qui frappe aujourd'hui, c'est cette volonté de vérité. Longtemps, Catherine Deneuve a été associée à une image glacée, inaccessible. Une femme que rien n'atteint. Mais en brisant le silence sur son divorce avec David Bailey, sur les tensions familiales,
sur la fatigue d'un corps qui accumule les années, elle a fissuré volontairement ce mythe, non pour l'effondrer, mais pour l'humaniser. Elle ne cherche pas à réécrire l'histoire. Elle ne dénonce pas. Elle ne règle pas de compte. Elle raconte. Elle assume. Elle accepte que certaines unions soient trop courtes pour survivre, mais assez intenses pour transformer une vie. Dans son regard, aujourd'hui, il y a autre chose que la lumière des projecteurs. Il y a une profondeur plus sombre, plus nuancée, comme si chaque conflit traversé, chaque douleur retenue, chaque décision radicale avait ajouté une couche à cette présence magnétique qui fascine encore le public. Et lorsqu'elle parle de David Bailey, ce n'est ni avec nostalgie excessive, ni avec froideur. C'est avec cette distance élégante qui la caractérise. Nous avons été ce que nous pouvions être à ce moment-là, dit-elle. Rien de plus, rien de moins. La salle reste silencieuse quand elle termine sa phrase. On comprend alors que le véritable courage n'était peut-être pas de divorcer, ni même de continuer à tourner malgré les douleurs, mais de regarder en face cette année de mariage, ses conflits, ses failles, et d'oser enfin les nommer à haute voix. Il y a des matins où Catherine Deneuve ne ressemble pas à l'icône que le monde croit connaître. Un matin d'hiver, par exemple. La lumière entre à peine, la bouilloire siffle. Elle reste quelques secondes immobile devant la fenêtre. Pas pour contempler Paris, juste pour laisser son corps décider s'il veut suivre la journée ou non. Ses doigts effleurent le rebord froid. Une légère raideur dans l'épaule gauche. Elle la masse sans y penser. Un geste ancien, répété. Dans la cuisine, il n'y a pas de trophée. Pas d'affiche de belle de jour ni de souvenirs encadrés de les parapluies de Cherbourg. Seulement une tasse blanche ébréchée au bord. Elle y verse le thé lentement. Elle ne boit plus le café comme avant. Le médecin a conseillé de ralentir. Elle ne commente pas. Elle ajuste. Quand elle s'assoit, elle replie soigneusement la manche de son pull pour éviter qu'elle ne trempe. Ce détail minuscule dit tout. La précision, la discipline, l'habitude de contrôler l'image. Même seule, elle reste attentive à la manière dont elle occupe l'espace. Sur la table, un carnet noir. Couverture souple, pas luxueux. Elle y note des fragments. Pas des confessions grandioses. Des mots simples. Fatigue. Tournage annulé. Appel de ma fille. Rien d'extraordinaire. Mais ces lignes forment une cartographie intime que personne ne voit. On l'imagine souvent entourée de réalisateurs, de photographes, de conversations brillantes. Pourtant, les heures les plus longues sont silencieuses. Elle traverse son appartement en chaussons, ouvre un tiroir, le referme sans prendre ce qu'elle cherchait. Parfois, elle s'arrête devant un vieux cliché de David Bailey. Le cadre n'est pas exposé. Il reste dans un tiroir. Elle ne le regarde pas longtemps. Juste assez pour se souvenir du bruit des studios londoniens, de l'odeur du tabac froid, de la tension électrique quand deux artistes tentent d'exister dans la même pièce. Elle a raconté le divorce comme un fait. Mais le corps, lui, se souvient autrement. Il se souvient des nuits courtes, des disputes murmurées pour ne pas alerter le voisinage, du claquement sec d'une porte qu'on referme trop fort. Aujourd'hui, quand elle parle de conflits familiaux, ce n'est pas avec des phrases spectaculaires. Elle évoque un dîner interrompu par un appel professionnel, une absence à un anniversaire, un tournage qui s'éternise alors qu'un enfant attend à la maison. Elle ne cherche pas d'excuses, elle décrit un détail. Le rouge à lèvres qu'elle appliquait dans le miroir de la loge pendant qu'on lui parlait de problèmes domestiques au téléphone. La main tremblait à peine. Mais elle continuait le trait, précis, comme si la stabilité du contour pouvait compenser l'instabilité du reste. Elle a souvent été décrite comme froide. En réalité, elle économise les gestes. Un jour de répétition, elle s'est levée plus lentement que d'habitude. Le réalisateur n'a rien dit. L'équipe non plus. Mais elle a senti les regards. Elle a senti cette question muette. Est-ce que ça va? Elle a répondu par le travail. Toujours par le travail. Sur le plateau, elle observe tout.
la poussière qui flotte dans un rayon de lumière, le bruit discret d'un technicien qui ajuste un projecteur. Elle remarque quand une chaise est déplacée de quelques centimètres. Ce sont ces détails qui la maintiennent ancrée. Quand le corps fatigue, l'attention devient une béquille invisible. Dans une interview récente, elle a évoqué la maladie sans la nommer. Elle a parlé de rendez-vous médicaux plus fréquents. Elle a souri en disant cela, comme si elle parlait d'un emploi du temps chargé. Mais dans l'ombre de ce sourire, il y a la réalité. Les salles d'attente trop blanches, les formulaires à remplir, le silence gêné d'un assistant qui ne sait pas s'il doit proposer son aide. Elle garde toujours un foulard dans son sac. Pas pour le style, pour la chaleur soudaine qui la traverse parfois. Elle le noue autour du cou avec une lenteur étudiée. Le geste est gracieux. Même dans la fatigue, la grâce ne la quitte pas. Elle la travaille comme un muscle. Quand ses enfants l'appellent, sa voix change légèrement. Moins posée, plus rapide. Elle demande des détails concrets. « Tu as mangé ? Il fait froid chez toi ?» Des questions simples, comme si, à travers elle, elle tentait de réparer les absences passées. Le soir, elle ne regarde pas toujours ses anciens films. Parfois, elle tombe sur une scène à la télévision. Elle s'observe sans commentaire. Elle voit la jeune femme qu'elle était. La posture droite, le regard presque insolent. Elle ne soupire pas. Elle ne sourit pas non plus. Elle change de chaîne. Il y a aussi les jours de tournage récents. Elle arrive en avance, toujours. Elle s'assoit, croise les jambes avec lenteur, ajuste sa veste. Elle écoute les jeunes acteurs parler trop vite. Elle ne les corrige pas. Elle attend le moment juste pour intervenir. Un détail encore. Avant chaque prise, elle ferme les yeux une seconde de plus qu'avant. Pas pour prier, pour rassembler l'énergie, pour convaincre son corps de suivre l'émotion que la scène exige. Dans ces instants-là, on comprend que la grandeur n'est pas spectaculaire. Elle est dans la répétition, dans la capacité à se lever malgré la lassitude, à continuer malgré les fractures invisibles. Son divorce avec David Bailey appartient au passé, mais il a sculpté une part de son regard. Cette prudence, cette distance élégante, elle a appris que l'amour peut être intense et bref, que le travail peut être un refuge et un champ de bataille, que la famille demande une présence que la célébrité fragilise. Si l'on s'approche encore, si l'on accepte de rester dans la pièce avec elle sans parler, on entend autre chose. Le léger froissement du tissu quand elle se lève, le tic-tac d'une horloge ancienne, le souffle plus court après un escalier monté trop vite. Et pourtant, quand elle entre dans un théâtre pour une projection spéciale, la salle se redresse presque imperceptiblement. Elle avance sans hâte. Les applaudissements ne la surprennent plus, mais elle incline la tête avec une sincérité intacte. Dans ses yeux, il y a la trace de tout ce qu'elle n'a pas dit pendant des années. Les conflits tuent, les sacrifices, les douleurs physiques qu'elle a maquillées, comme on maquille une ombre sous les yeux. Et si vous êtes assis là, dans l'obscurité, vous pourriez presque sentir la texture de ce silence. Il n'est pas vide. Il est rempli de détails minuscules. Une tasse ébréchée, un carnet noir, un foulard noué trop serré. C'est dans ces détails que Catherine Deneuve existe vraiment. Pas seulement dans les rôles, pas seulement dans les scandales évoqués, mais dans ces gestes discrets, répétés, presque invisibles, où une femme, derrière l'icône, continue d'avancer. Il y a quelque chose qu'elle ne dit pas, même maintenant, même après avoir évoqué le divorce avec David Bailey, même après avoir admis que le corps fatigue plus vite qu'avant. Elle laisse toujours une zone d'ombre. Un soir, dans un studio presque vide, Catherine Deneuve est restée seule quelques minutes après la fin d'une interview. Les projecteurs étaient éteints. Les techniciens avaient rangé les câbles. On aurait pu croire qu'elle partirait immédiatement. Elle ne l'a pas fait. Elle est restée assise, les mains croisées, regard fixe. On aurait dit qu'elle écoutait quelque chose que personne d'autre n'entendait. Lorsqu'on lui a demandé, plus tôt dans la journée, si elle regrettait ce mariage éclair, elle n'a pas répondu directement. Elle a parlé de Londres,
du brouillard, des photographies en noir et blanc, de la vitesse avec laquelle la jeunesse croit tout comprendre. Mais pas du regret, jamais du regret. Elle choisit ses silences comme d'autres choisissent leurs mots. On croit savoir, on ne sait pas. Dans son appartement, un tiroir reste fermé. Toujours le même. Personne ne l'ouvre. On imagine des lettres. Peut-être une alliance. Peut-être rien. Ce tiroir devient presque un personnage à part entière. Il incarne ce qu'elle refuse de livrer. Elle dit que certaines vérités appartiennent à ceux qui les ont vécues. Puis elle sourit. Et le sujet glisse ailleurs. Sur le plateau d'un tournage récent, un jeune acteur lui a demandé comment elle avait survécu à tant de tempêtes médiatiques. Elle a posé sa main sur l'accoudoir, lentement. Elle a réfléchi plus longtemps que nécessaire. « On ne survit pas », a-t-elle répondu. « On traverse. » « Traverse quoi ?» Elle n'a pas précisé. Le divorce n'est peut-être qu'une porte parmi d'autres. Derrière, il y a les tensions familiales qu'elle évoque à demi-mot. Une conversation interrompue. Un reproche jamais formulé. Une distance qui s'installe sans bruit. Elle raconte une scène. Un déjeuner dominical. Les assiettes encore pleines. Un silence autour de la table. Personne ne se dispute. Personne ne pleure. Mais quelque chose ne circule plus. Elle s'arrête là. On attend qu'elle explique. Elle ne le fait pas. C'est cette retenue qui intrigue. Elle pourrait tout dire. Elle a l'âge, l'autorité, la légitimité. Elle pourrait transformer chaque blessure en confession spectaculaire. Elle ne le fait pas. Pourquoi? Peut-être parce que le mystère la protège. Peut-être parce que révéler complètement serait perdre une part d'elle-même. On parle beaucoup de son corps qui change. Des hospitalisations discrètes, des rumeurs amplifiées par les médias. Elle évoque une alerte, survenue il y a quelques années. Pas de détails médicaux, pas de diagnostic prononcé à voix haute. Seulement cette phrase « J'ai compris que le temps ne négocie pas ». Qu'a-t-elle compris exactement? Elle ne développe pas. Elle parle plutôt d'un jardin, d'une plante qu'elle a crue morte et qui, un printemps, a refait surface. Elle décrit la couleur des feuilles avec précision. Le vert presque irréel. On sent qu'elle parle d'autre chose. Mais elle laisse l'image suspendue. On cherche la métaphore. Elle ne la confirme pas. Même lorsqu'elle évoque David Bailey, elle refuse la caricature. Pas d'homme tyrannique. Pas de victime sacrificielle. Elle décrit deux trajectoires qui ne s'alignent plus. Elle admet une intensité, presque une combustion. Puis elle ajoute « Certaines flammes éclairent, d'autres brûlent. Laquelle était la leur ?» Elle regarde ailleurs. Ce regard, justement. Il contient quelque chose d'insondable. Les journalistes l'ont souvent qualifié de « distant ». Peut-être est-il simplement habité par des scènes que nous ne verrons jamais. Une nuit, dit-elle, elle a hésité à tout arrêter. Pas seulement un mariage, tout, le cinéma, les interviews, les apparitions publiques. Elle a imaginé disparaître quelques années. Elle ne dit pas ce qui l'en a empêché. Un contrat? Un enfant? Une promesse? Silence. Elle a continué. Et cette décision reste enveloppée d'ombre. Dans les festivals, elle avance sous les flashs. Mais parfois, juste avant d'entrer sur le tapis rouge, elle ferme les yeux une fraction de seconde. Ceux qui sont assez proches voient ses épaules se tendre légèrement. Que se passe-t-il dans cette seconde? Un souvenir? Une douleur physique? Une peur ancienne? Elle n'explique pas. Elle laisse le public deviner. C'est peut-être cela, la véritable maîtrise. Ne pas livrer la clé. On croit qu'en parlant du divorce, elle a tout révélé. En réalité, elle a ouvert une porte sur un couloir plus long. Un couloir dont certaines portes restent closes. Elle évoque une phrase que David Bailey lui aurait dite un soir de dispute. Elle commence à la citer. Puis elle s'interrompt. « Non, peu importe. » Mais ce « peu importe » pèse lourd. On imagine les mots. On construit nos propres versions. Elle sait que le mystère nourrit la mémoire. Elle a construit sa carrière sur des personnages ambigus. Des femmes dont on ne comprend jamais entièrement les motivations. Elle applique la même règle à sa propre histoire. Ne pas résoudre trop vite,
Ne pas simplifier. Un ami proche raconte qu'elle conserve certaines coupures de presse anciennes. Pas les éloges. Les critiques sévères. Elle les garde dans une enveloppe. Pourquoi? Elle répond simplement « Pour me souvenir que rien n'est définitif ». Définitif comme un mariage? Elle ne fait pas le lien. Nous le faisons pour elle. Parfois, dans la pénombre d'une salle de cinéma, elle s'assoit au dernier rang pour voir la réaction du public. Elle observe les silhouettes se pencher en avant, les murmures, les respirations retenues. Elle n'intervient pas. Elle regarde les autres regarder son image. Peut-être cherche-t-elle à comprendre ce que nous voyons encore en elle? La femme trahie? L'icône invincible? L'artiste fragile? Elle ne confirme aucune version. Son corps, lui, impose des pauses, des journées annulées, des traitements discrets. Elle accepte ses limites, mais sans les commenter longuement. Elle dit « J'apprends à écouter ». Écouter quoi? Le cœur? La fatigue? Les regrets? Toujours cette frontière floue. Même au sein de sa famille, elle admet que tout n'est pas parfaitement réconcilié. Elle parle d'amour, oui, mais aussi de distance nécessaire. Elle ne précise pas lesquelles. Un anniversaire manqué, une parole mal comprise, un choix professionnel mal accepté. Elle n'entre pas dans le détail. Elle préfère laisser l'espace respirer. C'est peut-être là que réside le secret de sa longévité. Ne pas offrir une histoire entièrement digérée. Laisser des fragments, des éclats, des phrases inachevées. Quand on lui demande si elle aime encore, elle répond par une autre question. Faut-il toujours donner un nom à ce que l'on ressent? La pièce se tait. Elle a l'art de déplacer le centre de gravité d'une conversation. Ainsi, le divorce avec David Bailey cesse d'être un simple événement biographique. Il devient une énigme parmi d'autres. Une pièce du puzzle dont nous n'aurons jamais l'image complète. Et peut-être que c'est mieux ainsi. Car si tout était expliqué, disséqué, analysé, il ne resterait plus que des faits. Or, ce qui fascine, ce n'est pas le fait. C'est l'intervalle entre les faits. Cet intervalle, elle le cultive. Elle y vit. Et nous, lecteurs, spectateurs, restons à la porte de cet espace, persuadés d'en savoir beaucoup, tout en sentant qu'il manque encore quelque chose. La nuit tombe plus tôt désormais. Dans l'appartement, les ombres arrivent avant elle. Elles s'étirent sur les murs, glissent sur le parquet ancien, s'arrêtent au pied d'un fauteuil qu'elle n'utilise presque plus. Catherine Deneuve reste debout un instant, sans allumer la lampe. Elle aime ce moment flou, entre lumière et obscurité, entre présence et absence. Sur une console, un miroir ancien renvoie une image imparfaite. Le verre est légèrement piqué. Le reflet n'est jamais totalement net. Elle s'en approche parfois. Pas pour vérifier un maquillage, il n'y en a plus à cette heure, mais pour observer le passage du temps sur un visage que le monde a cru immobile. Elle incline la tête. Le miroir hésite. Elle aussi. On parle encore du divorce avec David Bailey comme d'un chapitre bref. 1 an. 12 mois. Une parenthèse. Mais certaines parenthèses ne se referment jamais vraiment. Elles restent ouvertes, invisibles, dans la syntaxe d'une vie. Dans un tiroir, toujours ce tiroir, quelque chose repose. Peut-être une lettre. Peut-être un objet sans valeur apparente. Elle l'a pris en main récemment. Elle l'a tourné entre ses doigts. Puis elle l'a reposé exactement à la même place. Elle n'a pas soupiré. Elle n'a pas pleuré. Elle a refermé le tiroir avec la même précision que toujours. Au théâtre, lors d'une projection hommage, les applaudissements ont duré longtemps. Elle s'est levée, elle a salué, un sourire, mesuré. Les lumières étaient trop fortes. Elle a cligné des yeux plus d'une fois. Personne n'a su si c'était la fatigue ou autre chose. Après, dans la loge, elle est restée seule. Les bouquets s'accumulaient sur la table. L'odeur était presque trop douce. Elle a retiré ses boucles d'oreilles lentement, une à une. Elle a posé les bijoux comme on dépose une armure. Le silence est revenu. Il y a des douleurs dont elle ne parle pas. Des matins où le corps proteste plus franchement. Des rendez-vous médicaux notés au crayon, effacés, déplacés.
Elle dit qu'elle apprend à ralentir. Mais ralentir ne signifie pas s'arrêter. Elle traverse encore les plateaux. Elle mémorise encore les textes. Elle écoute encore les indications d'un réalisateur plus jeune qu'elle. Et parfois, au milieu d'une scène, une phrase résonne différemment. Une réplique sur l'amour perdu, sur le temps, sur la trahison. Elle marque une micro-pause. Personne ne sait si elle est prévue. Personne n'ose l'interrompre. La caméra continue de tourner. Dans ces micro-pauses se cache peut-être l'essentiel. On croit qu'en parlant enfin de son divorce, en évoquant les conflits familiaux, elle a levé le voile. En réalité, elle a seulement entrouvert une fenêtre. L'air est entré, mais la pièce reste vaste, partiellement obscure. Un soir récent, elle a reçu un appel inattendu. Le numéro affiché n'était pas enregistré. Elle a hésité avant de répondre. Sa voix était plus basse que d'habitude. La conversation a duré peu de temps. Après avoir raccroché, elle est restée immobile. Le téléphone encore dans la main. L'écran s'est éteint tout seul. Elle ne l'a pas rallumé. Qui était au bout du fil? Un souvenir? Une réconciliation? Une simple erreur de numéro? Elle n'en a parlé à personne. Il y a aussi ces promenades tardives, quand Paris devient presque silencieuse. Elle marche sans escorte. Un manteau sombre. Un foulard serré autour du cou. Les passants ne la reconnaissent pas toujours dans la pénombre. Elle observe les vitrines éteintes. Son reflet glisse sur le verre. Elle s'arrête parfois devant une galerie de photographies. Une image en noir et blanc attire son regard. Un cadrage audacieux. Une lumière crue. Elle ne commente pas. Elle reste quelques secondes de trop. Puis elle repart. Dans sa cuisine, la tasse ébréchée est toujours là. Le thé refroidit plus vite qu'avant. Elle le boit, malgré tout. Elle s'assied. Elle ouvre le carnet noir. Les mots sont plus espacés ces derniers temps. Fatigue. Appel inattendu. Répétition annulée. Elle referme le carnet sans relire. Dans une interview, on lui a demandé si elle avait peur. Elle a répondu par un sourire presque imperceptible. Peur de quoi? A-t-elle demandé. La journaliste n'a pas insisté. Peur de vieillir. Peur de tomber malade. Peur d'être oubliée. La question est restée suspendue dans l'air. Dans sa famille, certaines conversations sont plus courtes qu'avant. Pas hostiles, pas dramatiques. Juste plus prudentes. Comme si chacun marchait autour d'un sujet central sans oser le nommer. Elle ne force rien. Elle laisse les silences faire leur travail. Parfois, elle repense à Londres, à la vitesse des années 60, à l'énergie brute de David Bailey, à cette sensation d'être au cœur d'un ouragan créatif. Elle ne dit pas si cela lui manque. Elle ne dit pas si elle referait les mêmes choix. Elle regarde simplement la pluie tomber contre les vitres parisiennes. Sur un plateau récent, une jeune actrice lui a confié avoir peur de ne pas être à la hauteur. Catherine l'a écoutée longuement. Puis elle a posé une main légère sur son épaule. « Il n'y a pas de hauteur fixe », a-t-elle murmuré. La phrase pourrait sembler rassurante. Elle sonne presque comme une énigme. Il n'y a pas de hauteur fixe. Alors où se situe la sienne aujourd'hui? Dans les récompenses accumulées? Dans les sacrifices consentis? Dans les silences préservés? Personne ne mesure cela. Un soir, l'électricité a brièvement sauté dans l'appartement. Tout s'est éteint. Plus de lampes. Plus de reflets, juste le noir. Elle ne s'est pas précipitée vers le disjoncteur. Elle est restée là, quelques secondes, à écouter. Son propre souffle, le bruit lointain d'une voiture. Rien d'autre. Quand la lumière est revenue, elle a cligné des yeux, comme si elle revenait d'un endroit plus profond que l'obscurité. Elle n'a raconté cet incident à personne. Les journaux continueront d'écrire. Les biographies ajouteront des dates, des faits, des titres. Ils parleront du mariage d'1 an, des tensions, des maladies, des retours sur scène. Ils traceront une ligne claire, cohérente. Mais la vie n'est pas une ligne. C'est une succession d'angles morts. Ce soir, la fenêtre est entr'ouverte. L'air froid entre doucement. Elle ne la ferme pas tout de suite. Elle laisse le courant parcourir la pièce. Les rideaux frémissent à peine. Sur la table, le carnet noir est resté ouvert. Une page blanche attend.
Elle tient le stylo. Elle hésite. Écrire quoi? Un souvenir précis? Un nom? Un aveu qu'elle n'a jamais formulé? Le stylo touche le papier. Un seul mot apparaît. Puis elle s'arrête. Elle regarde le mot sans le compléter. Le vent tourne les pages tout seul. La lampe éclaire à moitié la table. L'autre moitié reste dans l'ombre. Et elle reste là, immobile, entre ce qui a été dit et ce qui ne le sera peut-être jamais.